Le parrain de la mafia sortait de sa voiture quand quelque chose de petit a tapoté sa main. Pas une arme, pas un couteau, mais un billet de 5 $ chiffonné. Il a baissé les yeux. Une petite fille se tenait devant lui, les cheveux en bataille, les chaussures usées, les deux mains tremblantes, alors qu'elle tendait l'argent comme si c'était tout ce qu'elle possédait. S'il vous plaît, dit-elle doucement, c'est tout ce que j'ai. Ces hommes ont bougé instantanément, trop près, trop vite, mais il a levé la main pour les arrêter. Personne ne lui donnait 5 $. Les gens le payaient avec leur peur. Il s'est accroupi pour se mettre à sa hauteur. Qu'est-ce que tu veux, gamine? Elle a dégluti difficilement, forçant les mots à sortir. Je veux que vous m'aidiez, a-t-elle dit, parce que la police ne veut pas. Cela l'a fait marquer une pause. Elle s'est penchée plus près, la voix tremblante. Ils ont dit que si je le disais à quelqu'un, ma maman ne rentrerait pas à la maison. C'est là qu'il a remarqué ses jointures contusionnées, sa manche déchirée et la façon dont elle ne cessait de regarder par-dessus son épaule. Le chef de la mafia a lentement pris le billet de 5 $, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que ce qu'elle s'apprêtait à demander valait bien plus que de l'argent. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que cette petite fille a demandé ensuite a choqué même un homme qui pensait d'avoir vu toutes les formes du mal. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de commenter d'où vous regardez. Maintenant, commençons. Vincent Torino dirigeait l'East Side depuis 15 ans. Il avait bâti sa réputation sur deux choses: tenir sa parole et faire disparaître les problèmes. Son territoire s'étendait des docks jusqu'au centre-ville, et tout le monde connaissait les règles. On payait à l'heure, on restait discret, et on ne mêlait jamais les enfants aux affaires. Ce mardi soir avait commencé comme n'importe quel autre. Vincent quittait son restaurant, le Bella Vista, après avoir réglé les comptes avec les commerçants locaux. L'argent de la protection, les remboursements de prêts, les collectes habituelles qui assuraient le bon fonctionnement de ses opérations. Sa Cadillac noire attendait au bord du trottoir, le moteur ronronnant, tandis que Tony et Marco flanquaient l'entrée comme des boucliers humains. Le quartier connaissait cette routine. Quand Vincent sortait à 20h30 précise, les gens trouvaient ailleurs où aller. Les commerçants verrouillaient leurs portes. Les mères appelaient leurs enfants à l'intérieur. Et les plus malins traversaient la rue avant même qu'ils ne les remarquent. Mais cette petite fille n'a pas traversé la rue. Elle n'a pas couru. Elle a marché droit vers lui avec ce billet froissé serré dans son petit poing. Vincent avait déjà vu des gens désespérés. Des hommes adultes qui devaient de l'argent qu'ils ne pouvaient pas payer. Des propriétaires d'entreprises en retard sur les frais de protection. Des joueurs qui avaient parié leur dernier dollar sur le mauvais cheval. Le désespoir avait une odeur, un regard, une façon de pousser les gens à faire des choses stupides. C'était différent. Cet enfant n'était pas désespérée comme le sont les adultes. Elle était méthodique, déterminée, comme si elle avait répété ce moment 100 fois dans sa tête. Ses vêtements étaient propres, mais vieux, rapiécés aux endroits où ils s'étaient déchirés. Ses baskets avaient des trous près des orteils. Mais ses yeux contenaient quelque chose que Vincent voyait rarement désormais. Un espoir pur et inébranlable. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, toujours accroupi à son niveau. Ces hommes s'agitaient nerveusement derrière lui, leurs mains se dirigeant instinctivement vers leur veste. Ils n'avaient jamais vu leur patron prendre autant de temps avec qui que ce soit, encore moins une enfant. « Sophie » chuchota-t-elle. « Sophie Martinez. »« Sophie Martinez » répéta Vincent lentement. « Quel âge as-tu, Sophie? »« 7 ans. » Sa voix devenait plus petite à chaque réponse, mais elle ne reculait pas. « Bientôt 8. » Vincent jeta un coup d'œil à Tony, qui fit un haussement d'épaule presque imperceptible. Dans leur monde, les enfants signifiaient des complications. Les enfants signifiaient des témoins, des questions, une pression policière que personne ne voulait. Les criminels intelligents évitaient complètement les enfants. « Où sont tes parents, Sophie ?» demanda Vincent doucement. C'est alors que les larmes ont commencé. Pas les sanglots dramatiques qu'on attendrait d'un enfant effrayé, mais des larmes silencieuses qui roulaient sur ses joues pendant qu'elle luttait pour continuer à parler. « Ma maman est partie, dit-elle. Ils l'ont emmenée il y a 3 jours. » Vincent sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Qui l'a emmenée? Sophie regarda de nouveau par-dessus son épaule, scannant la rue vide comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse de l'ombre. Les méchants, ils ont dit qu'elle leur devait de l'argent, mais elle n'a pas d'argent.
Nous n'avons pas d'argent à part ça. Elle tendit à nouveau le billet de 5 $ et Vincent put voir qu'il était usé à force d'avoir été plié et déplié d'innombrables fois. Probablement son argent de poche pour la semaine, peut-être plus longtemps. C'est méchant, dit Vincent prudemment. À quoi ressemblait-il? Sophie s'essuya le nez du revers de la main. Grant, effrayant. L'un d'eux avait un tatouage sur le cou qui ressemblait à un serpent. Un autre avait des dents en or. Il conduisait une camionnette blanche sans fenêtre à l'arrière. La mâchoire de Vincent se serra. Il savait exactement qui elle décrivait. Les frères Koslov empiétaient sur son territoire depuis des mois, vendant de la drogue, organisant des rackets de protection et rendant généralement la vie difficile à tout le monde. Mais enlever la mère de quelqu'un était une nouvelle bassesse, même pour eux. « Sophie, où est ton papa? » demanda Vincent. « Il est mort l'année dernière. Accident de voiture. » Elle le dit d'un ton factuel, comme si elle s'était entraînée à expliquer cela aux adultes qui posaient toujours des questions inconfortables. « C'est juste moi et maman maintenant. C'était juste moi et maman. » Marco s'avança. « Patron, on devrait y aller. Quelqu'un va nous voir. » Vincent le fit taire d'un regard. En 15 ans, à diriger des équipes, à régler des différends et à gérer un territoire, il avait développé des règles qui le maintenaient en vie et hors de prison. La règle numéro 1 était de ne jamais laisser les émotions se mêler aux affaires. La règle numéro 2 était de ne jamais faire totalement confiance à qui que ce soit. La règle numéro 3 était de ne jamais, au grand jamais, s'impliquer avec des enfants. Mais en regardant Sophie Martinez serrer ses 5 $ comme s'il pouvait acheter des miracles, Vincent sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Peut-être était-ce le souvenir de sa propre mère qui avait cumulé 3 emplois pour le nourrir après la disparition de son père. Peut-être était-ce la pensée de toutes les fois où il avait souhaité que quelqu'un, n'importe qui, intervienne quand le monde semblait trop grand et trop cruel. « Sophie, qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? » demanda-t-il. Elle prit une profonde inspiration comme si elle s'apprêtait à sauter d'une falaise. « Je veux que vous rameniez ma maman à la maison. Je sais que vous êtes important. Je sais que les gens ont peur de vous, mais je sais aussi que vous aidez les gens parfois. » Vincent haussa un sourcil. « Qui t'a dit ça? » Madame Chen de l'épicerie du coin. Elle a dit, « Quand ces autres méchants ont essayé de lui faire payer plus d'argent, tu les as fait partir. » Elle a dit, « Tu protèges les gens du quartier. » Vincent faillit sourire malgré lui. Madame Chen lui payait l'argent de la protection depuis 5 ans, mais apparemment elle avait donné sa propre version de l'arrangement. « Sophie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas juste aller voir des gens comme moi et demander de l'aide. »« Mais je l'ai fait, dit-elle simplement. Et vous êtes toujours là à me parler. » Cela le stoppa net. Elle avait raison. N'importe quel autre soir, n'importe quelle autre personne, Vincent serait déjà dans sa voiture et parti. Ces hommes se demandaient probablement si leur patron avait perdu la tête. Debout sur le trottoir à négocier avec une élève de CE1. Les méchants ont dit que si je préviens de la police, ils feront encore plus de mal à maman, continua Sophie. Ils ont dit que si je le disais à qui que ce soit, ils s'assureraient que je ne la revois jamais. Mais ils n'ont pas dit que je ne pouvais pas engager quelqu'un pour m'aider. Vincent fixa cette petite fille qui venait d'utiliser le mot « engager » comme si elle menait une affaire commerciale. « Tu veux m'engager? » »« Oui, pour 5 $. C'est tout ce que j'ai, mais je peux en avoir plus. Je peux faire des corvées ou vendre des choses ou... » Sophie, la voix de Vincent était douce mais ferme. « 5 $, ce n'est pas assez pour ce que tu demandes. » Son visage se décomposa et pendant un instant, elle ressembla exactement à ce qu'elle était, une enfant de 7 ans terrifiée dont le monde avait été bouleversé. « S'il vous plaît, chuchota-t-elle, c'est tout ce que j'ai. S'il lui arrive quelque chose, je serai toute seule et je ne sais pas quoi faire quand je suis toute seule. » Vincent regarda ce billet de 5 $ dans sa main, puis le visage baigné de larmes de Sophie. Dans son métier, les émotions étaient une des faiblesses qui vous faisaient tuer ou arrêter. Mais là, en écoutant cette gamine parler d'être seule, quelque chose en lui se brisa. « Dis-moi exactement ce qui s'est passé il y a 3 soirs, » dit-il doucement. Sophie essuya ses yeux et se redressa comme si elle essayait d'être courageuse. Maman préparait le dîner, des spaghettis. Elle fait toujours des spaghettis le dimanche soir parce que c'est pas cher et qu'il y en a assez pour les restes. Quelqu'un a frappé à la porte très fort, comme s'ils allaient la défoncer. Vincent hocha la tête. « Continue. »
Maman est regardée par le Judas et a eu peur, vraiment peur. Elle m'a dit de me cacher dans le placard de la chambre et de ne pas sortir, peu importe ce que j'entendais. Mais je pouvais tout entendre à travers les murs. La voix de la petite fille devint plus faible alors qu'elle continuait. Ils ont dit que mon papa leur devait de l'argent avant de mourir. 20 000 dollars. Ils ont dit que maman devait rembourser ou ils me prendraient à sa place. Le sang de Vincent se glaça. 20 000 dollars, ce n'était rien pour lui. De la petite monnaie qu'il dépensait pour un dîner certains soirs. Mais pour une veuve travaillant au salaire minimum, c'était comme si c'était 20 millions. Ma maman leur a dit qu'on n'avait pas ce genre d'argent. Howell leur a montré notre compte en banque sur son téléphone. 43 dollars, c'est tout ce qu'on avait. Tony bougea derrière Vincent, vérifiant sa montre. Ils avaient d'autres affaires ce soir. Des collectes à faire, un territoire à patrouiller. Mais Vincent leva à nouveau la main. Qu'est-ce qu'ils ont dit ensuite? Ils ont ri, ils ont dit qu'elle pouvait travailler pour rembourser, un travail spécial. Et quand elle a dit non, ils l'ont attrapée. Elle m'a crié de rester cachée, d'être courageuse, de trouver quelqu'un qui pourrait aider. La voix de Sophie se brisa sur le dernier mot, mais elle continua. Ils l'ont mise dans la camionnette blanche. L'un d'eux a dit qu'il reviendrait dans 3 jours pour une réponse. C'était il y a 3 jours. Ce soir, Vincent sentit sa mâchoire se crisper. Les frères Koslov ne se contentaient pas de déplacer de la drogue et de monter des arnaques. Ils faisaient du trafic d'êtres humains dans son quartier, sous son nez. Sophie, où es-tu restée ces 3 nuits? Dans notre appartement. Je sais faire des sandwichs au beurre de cacahuètes. Et on avait des crackers. J'ai attendu que maman rentre, mais elle n'est pas rentrée. Vincent échangea un regard avec Marco. Une enfant de 7 ans vivait seule depuis 3 jours, survivant grâce à des crackers et de l'espoir, pendant que sa mère était Dieu sait où. Pourquoi moi? Demanda Vincent. Pourquoi es-tu venu me voir au lieu d'appeler la police ou les services sociaux? Parce que Madame Chen a dit que vous êtes le seul dont les méchants ont peur, l'interrompit Sophie. Elle a dit, quand tu dis à quelqu'un de faire quelque chose, il le fait. Et elle a dit, tu as des règles contre le fait de faire du mal aux familles. Vincent faillit rire. Sa réputation de protecteur des familles avait plus à voir avec le fait d'éviter d'attirer l'attention sur ses opérations qu'avec un quelconque code moral. Mais d'une certaine manière, cette gamine avait vu à travers la violence et la peur quelque chose qu'il avait oublié. Sophie, ce que tu me demandes de faire pourrait être très dangereux. Ces hommes, ils ne sont pas juste méchants. Ils sont mauvais. Ils font du mal aux gens pour le plaisir. Si je t'aide, il pourrait y avoir des bagarres. Des gens pourraient être blessés. Sophie le regarda avec ses grands yeux bruns. Est-ce que vous allez être blessé? La question le prit au dépourvu. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un s'était inquiété de sa sécurité? Ses propres hommes le suivaient par loyauté et par peur, mais ils connaissaient les risques. Cette petite fille demandait s'il allait bien aller. Je vais bien aller, dit-il doucement. Mais Sophie, si je fais ça, si je t'aide à récupérer ta maman, tu ne pourras jamais le dire à personne. Ni à la police, ni à tes professeurs, ni à tes amis. Tu comprends? Sophie hocha la tête si fort que ses cheveux rebondirent. Je promets, je le jure sur la tête de ma mère. Vincent se leva lentement, ses genoux protestants. À 45 ans, il ressentait chaque année passée dans la rue. Mais en regardant Sophie Martinez, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies. Un but. Tony, dit-il sans se retourner, appelle S. Dis-lui d'amener la voiture à l'arrière. Marco, prends la radio. Je veux tous les membres de l'équipe en attente, armement complet. Patron, dit Tony prudemment, on parle de frapper les Koslov pour une gamine? Vincent se retourna et les 2 hommes reculèrent involontairement d'un pas. Ils avaient déjà vu leur patron en colère, mais c'était différent. C'était personnel. On parle de nettoyer notre quartier, dit Vincent calmement. Les Koslov repoussent les limites depuis des mois. Enlever la mère de quelqu'un franchit toutes les lignes que nous avons. Il baissa les yeux vers Sophie. Gamine, je vais te demander de faire quelque chose de très courageux. Tu te sens capable d'être courageuse? Sophie hocha de nouveau la tête. J'ai besoin que tu ailles au magasin d'Amanchen. Dis-lui que Vincent t'envoie et que tu dois rester là-bas jusqu'à ce que je vienne te chercher. Ne quitte ce magasin sous aucun prétexte. Ne parle à personne sauf à Madame Chen. Tu peux faire ça?
Vous allez vraiment m'aider? La voix de Sophie était à peine un murmure. Vincent s'agenouilla une fois de plus et posa doucement sa main sur son épaule. Sophie, je te donne ma parole. Ta mère sera à la maison ce soir. Les larmes recommencèrent à couler sur ses joues, mais cette fois, elles étaient différentes. Soulagement, espoir, gratitude, tout mélangé. Merci, sanglota-t-elle. Merci beaucoup. Ne me remercie pas encore, dit Vincent en se levant. Remercie-moi quand tu prendras le petit déjeuner avec ta maman demain matin. Sophie commença à marcher vers le magasin de Madame Chen, puis s'arrêta et se retourna. Monsieur Vincent, et s'ils viennent me chercher? Vincent sourit, et pour la première fois depuis des années, le sourire atteignit ses yeux. Alors, ils devront d'abord passer par moi. Alors que Sophie disparaissait dans l'épicerie du coin, Vincent sortit son téléphone et commença à passer des appels. Les frères Huslov avaient commis une erreur fatale. Ils avaient blessé une enfant sur son territoire. Ils avaient enlevé la mère de quelqu'un. Ils étaient allés trop loin. C'est moi. Rassemble tout le monde. On part en guerre. En 20 minutes, toute l'organisation de Vincent était en mouvement. Les appels téléphoniques se propageaient à travers la ville comme des ondes sur une eau sombre. Des équipes des docks, des hommes de main du centre-ville, des spécialistes qui géraient le genre de problème nécessitant des solutions permanentes. À 21h15, 37 hommes étaient rassemblés dans l'arrière-salle du restaurant Bella Vista. Ce n'étaient pas des criminels ordinaires. Vincent avait trié sur le volet chaque membre de son organisation selon 2 critères. Une loyauté absolue et la capacité de gérer les affaires sans attirer inutilement l'attention. Des anciens militaires, des anciens flics qui avaient franchi des lignes qu'ils ne pouvaient plus refranchir. Des hommes qui comprenaient que certains travaux nécessitaient une précision chirurgicale. Écoutez bien, dit Vincent, debout au bout d'une longue table couverte de cartes, de photos et d'armes. Les frères Koslov nous testent depuis des mois. Ce soir, ils ont franchi une ligne qui n'existe pas. Il posa une photo de Sophie sur la table. Plusieurs hommes remuèrent, mal à l'aise. Les enfants changeaient tout dans leur monde. 7 ans. Mère enlevée il y a 3 jours. Les Koslov exigent 20 000 $ que son père décédé leur devait soi-disant. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. C'est une question de territoire. C'est le fait que ces animaux pensent pouvoir opérer dans notre quartier sans conséquence. Tony s'éclaircit la voix. Patron, les renseignements disent qu'ils sont retranchés dans ce complexe d'entrepôts près de la rivière. Celui avec tous les conteneurs d'expédition. L'endroit parfait pour garder des gens si on ne veut pas qu'ils soient trouvés. Vincent hocha la tête. Combien? 12, peut-être 15. Armés mais négligents. Ils ne s'attendent pas à des problèmes. Et certainement pas à nous. Bien. La voix de Vincent était froide comme l'acier. Voici comment ça va se passer. On entre en silence, on sort la femme vivante. Quiconque a posé la main sur elle ne sort pas. Quiconque l'a même regardée de travers ne sort pas. Les frères Koslov en particulier, ils ont droit à un traitement de faveur. S, le plus vieux lieutenant de Vincent, prit la parole. Et les témoins, d'autres victimes qu'ils pourraient avoir? On sort tout le monde, on fait le ménage complètement. Assurez-vous que rien de tel ne se reproduise jamais sur notre territoire. Les hommes autour de la table hochèrent de la tête. Ils avaient déjà fait cette danse, mais jamais pour des raisons comme celle-ci. D'habitude, c'était pour les affaires. Des conflits de territoire, des dettes impayées, un manque de respect qui nécessitait une correction violente. Là, c'était différent, personnel. Vincent sortit son téléphone et leur montra le texto qu'il avait reçu 10 minutes plus tôt, une photo d'une femme attachée à une chaise dans ce qui ressemblait à un conteneur d'expédition. Rosa Martinez, la mère de Sophie. Vivante, mais clairement terrifiée. Ils ont envoyé ça en pensant que ça me ferait peur pour payer la rançon, dit Vincent doucement. Ils avaient tort. Marco étudia la photo. Je connais cet endroit. Le dépôt de conteneurs près de l'ancienne aciérie. Beaucoup de cachettes, mais seulement 2 entrées ou sorties. Si on bouge vite, on peut tout verrouiller avant que quiconque ne s'échappe. Parfait. Vincent commença à distribuer des armes d'un sac de sport. S prend 8 hommes et couvre l'entrée nord. Marco, 6 hommes côté sud. Tony, tu es avec moi. On passe par la porte principale. Et la réponse de la police? Demanda l'un des plus jeunes hommes. Vincent sourit, mais sans aucune chaleur. La police ne patrouille pas dans cette zone après la tombée de la nuit. Trop dangereux. De toute façon, ce sera fini avant que quiconque ne pense à les appeler.
Alors que ces hommes préparaient leur équipement, Vincent sortit prendre l'air frais de la nuit. Le magasin de Madame Chen était toujours allumé et il pouvait voir Sophie assise derrière le comptoir, essayant probablement de rester éveillée. La gamine avait vécu l'enfer, mais elle avait été assez intelligente pour trouver la seule personne du quartier qui pouvait vraiment l'aider. Son téléphone vibra. Un autre texto des Koslov. Cette fois, c'était une vidéo. Vincent regarda Rosa Martinez essayer de parler à la caméra, sa voix à peine audible par-dessus les rires de ses ravisseurs. Dis à Sophie que je l'aime. Dis-lui d'être courageuse. Dis-lui que je suis désolé de ne pas avoir pu mieux la protéger. Vincent supprima la vidéo immédiatement. Certaines choses étaient trop cruelles pour exister, même sur un téléphone. Patron, Tony apparut à ses côtés. Tout est prêt. Véhicule chargé. Itinéraire planifié. On peut y être dans 15 minutes. Changement de plan, dit Vincent en empochant son téléphone. Je veux y être dans 10. Le convoi traversa la ville comme des fantômes. 3 SUV noirs, vitres teintées, plaques d'immatriculation qui ne mèneraient nulle part si quelqu'un prenait la peine de vérifier. Ils prirent des rues secondaires, évitèrent les caméras de circulation, utilisèrent des itinéraires que Vincent avait mémorisés au cours de 15 années passées à garder une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. Le quartier des entrepôts était exactement ce qu'on attendait d'un endroit où les gens disparaissaient. Bâtiments abandonnés, lampadaires cassés, le genre de quartier où crier n'apporterait aucune aide, car tout le monde savait qu'il valait mieux ne pas s'en mêler. Le SUV de Vincent s'arrêta à 2 pâtés de maison du dépôt de conteneurs. À travers ses jumelles, il pouvait voir de la lumière dans 3 conteneurs différents. Des gardes faisaient des rondes, mais de manière décontractée, comme s'ils s'ennuyaient. Les Koslov s'étaient sentis à l'aise d'opérer sur son territoire. Cela allait changer. L'équipe de salle en position, annonça la voix dans son oreillette. Côté nord sécurisé. Marco ici. Entrée sud couverte. 2 gardes éliminés silencieusement. Corps dissimulé. Vincent vérifia son arme une dernière fois. Un pistolet calibre 45 qu'il portait depuis 8 ans. Poignée personnalisée. Il ne manquait jamais ce qu'il visait. Ce soir, il prévoyait de viser tout ce qui bougeait. « Tony, tu es prête pour ça? »« Prête depuis que cette gamine s'est pointée avec 5 $, répondit Tony. « Personne ne fait de mal aux enfants dans notre quartier. »« Personne, » sourit Vincent d'un air sombre. C'était pour cela qu'il avait bâti son organisation avec soin, choisissant des hommes qui comprenaient l'honneur, même dans un métier déshonorant. Ils n'étaient pas juste des criminels. Ils étaient des protecteurs, gardiens de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. À toutes les équipes, go! Ils se déplacèrent comme des ombres à travers le dépôt de conteneurs. Des années d'opérations coordonnées leur avaient appris à communiquer sans mots, à anticiper les mouvements de chacun, à frapper avec une précision qui ne laissait aucune place à l'erreur. Le premier garde tomba avant de pouvoir dégainer son arme. Le second réussit à attraper sa radio, mais n'eut jamais la chance de l'utiliser. Au moment où Vincent atteignit le premier conteneur, 6 soldats des Koslov étaient déjà neutralisés. À l'intérieur du conteneur, ils trouvèrent ce que Vincent attendait et espérait ne pas voir. Des preuves de trafic d'êtres humains à une échelle qui fit bouillir son sang. Des photos, des documents, un registre montrant des dizaines de transactions impliquant des personnes vendues comme de la marchandise. « Patron !» La voix de Marco grésilla dans l'oreillette. « On l'a trouvée. Conteneur 7. Elle est vivante mais à peine consciente. On dirait qu'ils l'ont droguée. Quelqu'un avec elle? 3 gardes. Plus maintenant. » Austin. Vincent sentit quelque chose se détendre légèrement dans sa poitrine. Rosa Martinez était vivante. Cela signifiait qu'il pouvait tenir sa promesse à Sophie. « S, quel est ton statut? »« Conteneur 12, tu dois voir ça. Ils ont 4 autres femmes ici. Toutes en mauvais état. » Vincent ferma brièvement les yeux. Les Koslov n'avaient pas seulement pris Rosa. Ils dirigeaient une opération complète, kidnappant des femmes, prévoyant probablement de les expédier à l'étranger, sur son territoire, sous son nez. Sortez tout le monde. Soins médicaux pour celles qui en ont besoin. Transport sécurisé vers où elles veulent aller. Protection totale jusqu'à ce que ce soit fini. Et les frères Koslov eux-mêmes? Vincent regarda sa montre. 23h47. Sophie attendait des nouvelles de sa mère depuis 4 heures. 4 heures de trop. Conteneur 15, c'est leur bureau.
C'est là qu'on finit ça. La marche vers le conteneur 15 ressemblait à une marche funèbre. Vincent avait déjà tué, mais toujours pour des raisons professionnelles. Conflit de territoire, dettes impayées, menaces contre son organisation. Là, c'était différent. C'était la justice pour une petite fille de 7 ans qui lui avait offert tout ce qu'elle possédait pour sauver sa mère. Les frères étaient exactement comme Vincent s'y attendait. Dimitri Koslov, l'aîné, comptait de l'argent quand l'équipe de Vincent a fait irruption dans le conteneur. Alexis Koslov, le plus jeune, était au téléphone pour organiser un autre ramassage. Les deux hommes ont cherché leurs armes quand ils ont vu Vincent. Aucun des deux n'a réussi. Vincent Torino, dit Dimitri, les mains se levant lentement. On peut s'arranger. Les affaires sont les affaires. Il fait ses affaires. Tu as raison, répondit Vincent calmement. Les affaires sont les affaires, et vos affaires viennent de se terminer. La femme, elle vaut 20 000 pour nous. On partage à 60-40. Tu prends la plus grosse part. Tout le monde repart content. Vincent s'approcha. Laisse-moi te parler de cette femme. Elle s'appelle Rosa Martinez. C'est une veuve. Elle cumule 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa fille de 7 ans. Son mari est mort dans un accident de chantier l'an dernier, et elle lutte pour mettre de la nourriture sur la table depuis. Les frères échangèrent des regards. Ils ne s'attendaient clairement pas à ce que Vincent connaisse des détails personnels. Ce soir, cette fille de 7 ans est venue me voir et m'a offert 5 dollars pour l'aider. 5 dollars. Tout ce qu'elle possédait au monde parce que vous, les animaux, avez pris sa mère. Écoute, on ne savait pas qu'elle était liée à toi, dit rapidement Alexis. C'est un malentendu. On peut arranger ça. Vincent sortit son téléphone et leur montra la vidéo qu'ils avaient envoyée plus tôt. Rosa Martinez, terrifiée et impuissante, suppliant pour la sécurité de sa fille. Vous l'avez forcée à enregistrer ça. Vous avez ri pendant qu'elle pleurait. Vous avez menacé une enfant. C'était juste les affaires, insista Dimitri. Rien de personnel. Tu as tort, dit Vincent doucement. Ça ne pourrait pas être plus personnel. Ce qui s'est passé ensuite a duré exactement 90 secondes. Quand ce fut fini, l'opération de trafic des frères Koslov était définitivement fermée. L'entrepôt tomba dans le silence, à l'exception du bruit des hommes de Vincent sécurisant la zone et aidant les femmes secourues. Vincent retourna au conteneur 7 où Tony aidait Rosa Martinez à se lever. Elle était faible, désorientée, mais vivante. Ses yeux se fixèrent sur Vincent avec confusion. « Qui êtes-vous » chuchota-t-elle. « Je suis un ami de votre fille, » dit Vincent doucement. « Sophie vous attend au magasin de Madame Chen. Elle a été très courageuse. » Rosa commença à pleurer. Pas de peur ou de douleur, mais de soulagement. « Sophie, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'ils lui ont fait du mal? » « Elle va bien, effrayée. Mais elle va bien. Est-ce grâce à elle que vous êtes en sécurité maintenant? » « Je ne comprends pas. » Vincent aida Rosa à se diriger vers la sortie. « Votre fille est venue me voir ce soir. Elle m'a offert 5 dollars pour vous aider. La chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Alors qu'ils traversaient le dépôt de conteneurs, Rosa regarda autour d'elle les conséquences de l'affrontement. Elle était assez intelligente pour comprendre ce qui s'était passé, même si elle ne connaissait pas les détails. « Vous avez tué des gens pour nous, » dit-elle doucement. « J'ai protégé mon quartier, » corrigea Vincent. « Il y a une différence. Pourquoi? Vous ne nous connaissez pas. Nous ne sommes personne. » Vincent s'arrêta de marcher et regarda cette femme qui avait survécu à 3 jours d'enfer parce que sa fille de 7 ans refusait d'abandonner l'espoir. « Rosa, vous avez élevé une enfant qui est allée voir l'homme le plus dangereux du quartier pour demander de l'aide. Pas parce qu'elle était stupide ou imprudente, mais parce qu'elle savait distinguer le bien du mal et qu'elle était prête à tout risquer pour vous sauver. Ça fait de vous quelqu'un de très spécial. » Ils atteignirent le SUV de Vincent. Tony ouvrit la porte, tandis que S coordonnait les opérations de nettoyage derrière eux. Au matin, il n'y aurait aucune preuve que les frères Koslov aient jamais existé. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? » demanda Rosa. « Maintenant, vous rentrez chez vous. Vous serrez votre fille dans vos bras. Vous essayez d'oublier que c'est arrivé. Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez? » Vincent réfléchit à cette question alors qu'il conduisait à travers les rues vides vers le magasin de Madame Chen. Qu'avait-il gagné à risquer son organisation? Sa réputation? Sa paix soigneusement maintenue avec les autres familles criminelles? Il avait pu tenir une promesse à une fille de 7 ans qui croyait que le monde pouvait être bon si les bonnes personnes s'en souciaient assez pour le rendre bon. Cela semblait suffisant.
Le magasin de Madame Chen n'avait jamais semblé aussi lumineux. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de leur tête, tandis que Sophie était assise derrière le comptoir, ses petites jambes se balançant d'une chaise trop haute pour elle. Elle fixait la porte depuis ce qui semblait être une éternité, sursautant chaque fois que quelqu'un passait sur le trottoir. Madame Chen continuait de lui offrir des crackers et des jus de fruits, mais l'estomac de Sophie était trop noué pour manger quoi que ce soit. Elle voulait juste sa maman. Elle voulait que ce cauchemar se termine. Quand le carillon de la porte a retenti à minuit, le cœur de Sophie s'est presque arrêté. Mais au lieu des méchants aux dents en or et aux tatouages de serpent, Vincent Torino a franchi l'entrée avec la plus belle vision qu'elle ait jamais eue. Sa mère. Maman. Sophie s'élança de la chaise et courut plus vite qu'elle n'avait jamais couru de sa vie. Rosa Martinez attrapa sa fille et la serra si fort que ça faisait mal. Mais Sophie s'en fichait. Elle respira l'odeur familière de sa mère, le savon à la lavande et le parfum à la vanille qu'elle portait pour les grandes occasions. Mon bébé, oh mon bébé, chuchota Rosa, les larmes coulant sur son visage. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée de t'avoir laissée seule. Je n'étais pas seule, dit Sophie, sa voix étouffée contre l'épaule de sa mère. Monsieur Vincent m'a aidé, exactement comme je savais qu'il le ferait. Rosa leva les yeux vers Vincent, qui se tenait tranquillement près de la porte avec Tony. Madame Chen s'était retirée à l'arrière du magasin, leur laissant de l'intimité pour ses retrouvailles. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Demanda Rosa. Vincent mit la main dans sa poche et sortit le billet de 5 $ chiffonné que Sophie lui avait donné. Il s'approcha et le plaça doucement dans la petite main de Sophie. Ton paiement a été remboursé, dit-il avec un léger sourire. Considère le travail terminé sans frais. Sophie regarda l'argent, puis leva les yeux vers Vincent. Mais je vous ai engagé. C'était notre marché, gamine. Tu m'as donné quelque chose qui vaut plus que de l'argent ce soir. Quoi? Vincent s'agenouilla au niveau de Sophie une dernière fois. Tu m'as rappelé pourquoi je fais ce que je fais. Parfois, on oublie que protéger les gens n'est pas juste une question d'affaires. Parfois, c'est faire ce qui est juste. Sophie plia soigneusement le billet de 5 $ et le mit dans sa poche. Est-ce que les méchants vont revenir? Non, dit Vincent avec une certitude absolue. Ils n'embêteront plus jamais personne. Rosa comprit ce que cela signifiait, mais elle ne demanda pas de détails. Certaines questions valaient mieux rester sans réponse. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Rosa. Vincent se leva, l'expression sérieuse. Vous rentrez chez vous, vous verrouillez vos portes, vous vivez votre vie. Mais Rosa, si quiconque vous menace, toi ou Sophie à nouveau, vous appelez ce numéro. Il lui tendit une simple carte de visite avec juste un numéro de téléphone imprimé dessus. Jour ou nuit, sans poser de questions. Je ne peux pas vous payer s'il se passe quelque chose à nouveau. Vous n'avez pas besoin de le faire. Sophie a déjà payé pour une vie de protection. Tony s'avança. Patron, on devrait y aller. Le nettoyage est fini, mais on doit s'assurer que tout est sécurisé. Vincent hocha la tête puis regarda Sophie. Prends soin de ta maman, d'accord? Et Sophie, souviens-toi de ce que tu as appris ce soir. Parfois, la bonne personne t'aidera, même quand le monde semble effrayant. Tu dois juste être assez courageuse pour demander. Je le ferai, promit Sophie solennellement. Alors que Vincent et Tony se dirigeaient vers la porte, Sophie l'interpella. Monsieur Vincent, il se retourna. Êtes-vous un gentil ou un méchant? Vincent marqua une pause, considérant la question. Dans son monde, les lignes entre le bien et le mal n'étaient pas toujours claires. Il avait fait des choses terribles à des gens terribles. Il avait enfreint des lois, blessé des ennemis, opéré en dehors des règles de la société pendant 15 ans. Mais ce soir, il avait sauvé une mère et sa fille. Il avait tenu une promesse à une fille de 7 ans qui croyait en lui alors qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. « Je suis ce que je dois être », dit-il finalement. Ce soir, j'ai pu être le gentil. Après leur départ, Rosa et Sophie ont marché les 6 pâtés de maison jusqu'à leur petit appartement, le même chemin que Sophie avait pris seule 3 jours plus tôt, terrifiée et désespérée. Maintenant, elle tenait fort la main de sa mère, toutes les deux vivantes et en sécurité. 3 mois plus tard, Vincent dînait au Bella Vista quand Madame Chen est entrée avec une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait un dessin fait main d'une famille. Des bonhommes allumettes se tenant la main sous un arc-en-ciel. En bas, d'une écriture soignée d'enfants de 7 ans, on pouvait lire
Merci, Monsieur Vincent. Avec amour, Sophie et maman. Vincent n'encadrait jamais les récompenses ou les coupures de presse, mais ce dessin a fini sur le mur de son bureau, juste à côté de la carte de son territoire. Parce que parfois, c'est l'homme le plus dangereux du quartier a besoin de se rappeler ce qu'il protège vraiment. Sophie Martinez a grandi en sécurité. Elle a fini le lycée, est allée à l'université et est devenue enseignante. Chaque année, à l'anniversaire de cette nuit-là, elle laissait une petite enveloppe au restaurant Bella Vista. Toujours la même chose, un billet de 5 $ et un mot qui disait « Pour le prochain enfant qui aura besoin d'aide ». Vincent a gardé chacun d'entre eux, parce que c'est ça le truc avec le courage. Peu importe ta taille, combien d'argent tu as ou combien de gens craignent ton nom. Parfois, la personne la plus courageuse dans la pièce est une fille de 7 ans avec 5 $ et de l'espoir. Et parfois, c'est exactement ce dont le monde a besoin.